Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres. 24 000 réfugiés accueillis par la France sur les 2 prochaines années, annonce de François Hollande lors de sa 6e conférence de presse ce matin. Le chef de l'État qui a plaidé pour un mécanisme de répartition obligatoire entre les pays européens sous peine d'échec de Schengen. Décryptage et débat dans ce journal. Et dès demain, des vols de reconnaissance de l'aviation française auront lieu au-dessus de la Syrie, étape préalable à d'éventuelles frappes contre Daesh. Pas d'intervention au sol en revanche, inconséquent et irréaliste selon François Hollande. 2 débats au Parlement seront organisés sur ces thèmes dans les jours à venir. Députés et sénateurs devront aussi légiférer sur le Code du travail pour le rendre lisible. Enfin, 8 millions de foyers seront concernés par des baisses d'impôts. On reviendra sur toutes ces annonces et leurs conséquences avec nos invités dans un instant. Pour la 6e fois depuis son élection, François Hollande avait rendez-vous avec la presse, un grand oral d'un peu moins de 2 heures, au cours duquel le chef de l'État a dévoilé ses choix. Louis Sibyl. Après moi président, la nouvelle anaphore de François Hollande, c'est faire des choix. Tout commande de faire des choix. Faire des choix pour répondre à l'urgence, chaque fois que c'est nécessaire. Faire des choix pour préparer l'avenir. Faire des choix pour protéger les Français, pour faire avancer le pays, pour réussir et pour réunir. Une 6e conférence de presse teintée donc de volontarisme. L'échéance de la présidentielle de 2017 approche, même si François Hollande se défend de penser à sa réélection. Ma seule préoccupation, ma seule priorité, mon seul devoir, c'est d'agir. C'est pas une obsession, comme vous pouvez l'imaginer. Peut-être il y a d'autres exemples qui vous conduisent à le penser. L'autre exemple, c'est bien entendu Nicolas Sarkozy. Piquant, le président de la République l'est encore, mais cette fois-ci avec sa propre majorité, à qui il lance un avertissement clair. Moi, je vais vous donner une recette qui vaut pour, d'ailleurs, toutes les familles politiques. La dispersion, c'est la disparition. Une attaque en règle des frondeurs du Parti socialiste. Évasif sur de nombreux sujets, le président de la République n'a pas fait de grandes annonces. Si ce n'est une de taille, mais déjà bien attendue, les baisses d'impôts continueront. Plus de 2 milliards d'euros y seront consacrés et 8 millions de foyers seront concernés. Mais il ne peut pas être question de s'arrêter là. Il y a eu la loi activité-croissance. J'ai demandé au ministre de l'économie de préparer une loi sur les opportunités économiques. Un grand oral de rentrée bien rodé. Et pourtant, la popularité de François Hollande est encore très basse. Selon un récent sondage, le président de la République ne passerait pas le premier tour de la présidentielle de 2017. Et pour analyser et décrypter cette conférence de presse, Jérôme Sainte-Marie nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes président de Polling Box. Merci d'être avec nous. François Hollande, à l'heure du choix, on l'a entendu dans le sujet de Louis Sibyl, le chef de l'État a voulu montrer qu'il savait prendre des décisions. Que faut-il retenir, selon vous, de cette conférence de presse? Oui, vous parlez des choix. Effectivement, le président de la République nous a montré qu'il travaillait désormais avec des éléments de langage. Les choses sont quand même très martelées. C'est une conférence de presse qui est d'un type auquel nous sommes désormais assez habitués. Il n'y avait d'ailleurs pas d'annonce spectaculaire là-dessus, mais maintenant c'est devenu quelque chose, un exercice régulier, un peu routinier. Sur la forme, tout d'abord, on a bien vu que le président de la République était très concentré, qu'il aimait bien par ailleurs cette posture de chef de guerre. C'est quelque chose qui lui a réussi au début de son mandat, un peu à la surprise générale, et désormais il a cette posture qu'il affectionne. Et par ailleurs, il a essayé aussi de faire un peu d'humour. Donc tout ça est finalement très classique. Ce qu'il est un peu moins, c'est de voir à quelle force la ligne sociale-libérale du gouvernement est réaffirmée. Là, on a quelque chose qui montre que les choix qui ont été faits il y a 2 ans avec le pacte de responsabilité sont maintenus, quels que soient les déboires électoraux qu'a rencontrés depuis le Parti socialiste. On est bien loin, si vous voulez, des frondeurs, et on voit bien que désormais toute la majorité gouvernementale est en ordre de bataille
pour maintenir, assumer ces choix-là jusqu'à l'élection présidentielle. Avec ces petites phrases, malgré tout très politiques en filigrane, notamment sur la dispersion de la gauche. La dispersion, c'est la disparition, a-t-il dit? Oui, tous ceux qui espéraient un changement de cap en seront pour leurs frais. Malgré la faiblesse du président de la République dans les sondages, par exemple celui de l'IFOP pour le Figaro aujourd'hui, eh bien, cette ligne est maintenue. Il y a des variations assez sensible en matière de politique étrangère, par exemple, mais sur cette ligne à la fois, si vous voulez, relativement libérale et totalement dans les clous des contraintes européennes, là, il n'y aura pas de changement. 2017, ce n'est pas mon obsession, on n'en sait pas plus sur les intentions présidentielles. Pour cela, cette conférence de presse laisse beaucoup de questions sans réponse. Oui, enfin, il semblerait cependant, et c'est cohérent avec l'analyse que je venais de faire juste à présent, c'était que François Hollande s'envisage très clairement comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Il maintient au fond cette incertitude, alors même que les chiffres du chômage, dont il a fait un peu le juge de paix d'une éventuelle candidature, ces chiffres du chômage demeurent catastrophiques. Donc oui, François Hollande, s'il le peut, devrait être candidat à la prochaine élection présidentielle, avec l'incertitude qui pèse sur cette qualification pour le second tour. Merci Jérôme Sainte-Marie, vous restez avec nous tout au long de cette édition. Alors, on l'a entendu, le droit d'asile fait partie de l'histoire et de l'âme de la France. Pour François Hollande, ce sont ces termes. La France doit donc renouer avec sa tradition de terre d'accueil. 24 000 réfugiés seront accueillis sur 2 ans, contre près de 31 500 en Allemagne. Les réactions à cette annonce avec Mounir Soussi. François Hollande prêt à assumer la part française dans la prise en charge des réfugiés. L'effort sera d'abord fait au nom d'une certaine idée de la France et de sa tradition d'accueil. 24 000 réfugiés devraient être reçus dans les 2 prochaines années. Ce chiffre se base sur la répartition proposée par la Commission européenne. Cette main tendue s'accompagne d'un discours de fermeté. La distinction entre réfugiés politiques et migrants économiques sera stricte. Les seconds seront reconduits aux frontières. Pour encadrer cet afflux, François Hollande veut s'appuyer sur les pays de départ, notamment en Afrique. Et en France, des moyens vont être mobilisés pour répondre à ce défi humanitaire. Le ministère de l'Intérieur s'engage à mettre à disposition des bâtiments de l'État pour loger les demandeurs d'asile et à raccourcir à 9 mois le délai d'examen des dossiers. Les ressortissants irakiens, syriens et érythréens seront pris en charge en priorité. Toutes ces mesures prolongent l'appel à plus de solidarité publié la semaine dernière par François Hollande et Angela Merkel. La chancelière allemande a débloqué 6 milliards d'euros et la population organise des cérémonies d'accueil improvisées dans les gares. Pour l'instant, l'opinion française n'est pas sur cette ligne. 55% des Français restent hostiles à ce que Paris imite son voisin d'outre-Rhin. Et face à cet afflux historique de réfugiés, François Hollande a décidé d'ouvrir la voie à des bombardements en Syrie contre l'État islamique. Paul Bouffard. C'est une confirmation, il n'y aura pas d'intervention au sol en Syrie. Inconséquente et irréaliste selon François Hollande. Mais dès demain, les forces françaises effectueront bien des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie. Objectif, repérer des centres d'entraînement et de décision de Daesh. Ces vols permettront d'envisager des frappes tout en préservant l'autonomie de décision et d'action de la France. Pour les moyens, le président de la République est clair, ils seront les mêmes que ceux mis en œuvre en Irak, ceux de l'opération Chamal. 12 avions de combat, un ravitailleur et un avion de type Atlantique 2 chargé de renseigner. Des appareils stationnés à Abu Dhabi et en Jordanie qui ont pour l'heure frappé 200 fois Daesh en Irak. En soutien, le porte-avions Charles de Gaulle pourrait à nouveau stationner dans le Golfe cet hiver. De nouveaux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Gérard Longuet, bonsoir. Ancien ministre, sénateur Les Républicains de la Meuse. Merci d'être avec nous. Avec nous également Vincent Capo-Canella, bonsoir. Vous êtes sénateur UDUC de la Seine-Saint-Denis. Merci d'être en notre compagnie. Sur ces vols de reconnaissance, c'est donc la principale information, annonce de François Hollande ce matin. Est-ce que c'est une solution adaptée selon vous, Gérard Longuet ? Très franchement, la valeur ajoutée est très faible. La Syrie est survolée en permanence par les drones américains, par satellite, par des avions de reconnaissance de la coalition, et j'imagine que la France bénéficie des photos. Alors ça nous donne une petite autonomie avec les moyens existants. Ce ne sera pas un changement d'échelle. Il y a une signification politique, en revanche, c'est que nous sommes sur le territoire syrien. Le vrai problème, c'est la responsabilité des grandes puissances. La France en fait partie comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut que là, une résolution soit votée.
Votre réaction, Vincent Capo-Canellas, c'est sur la signification évidemment politique de ces survols dès demain. On est dans le cadre d'une conférence de presse. Le président avait besoin d'annoncer des choses sur ce domaine-là, sur ce front-là. L'annonce est quand même un tout petit peu étonnante parce qu'en général, on réalise les vols, on demande à nos armées de faire une opération et on communique après. Donc on a plutôt vu un sens politique d'occuper le terrain, de montrer qu'on n'était pas inactif. Il y a sans doute un besoin aussi de travailler de manière un petit peu plus multilatérale. Et la France, certes, peut faire des choses, elle gagnerait à le faire plus souvent à l'échelle européenne, et puis sans doute, comme Gérard Longuet vient de le dire, dans le cadre de l'ONU. Jérôme Sainte-Marie, une réaction, vous parliez de François Hollande de chef de guerre, un rôle qui lui convient bien. Cette annonce de ces survols dès demain au-dessus de la Syrie, ça va dans ce sens selon vous? Oui, je pense avoir parlé plutôt d'un rôle qu'il affectionne. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, les gains d'opinion sur lesquels les communicants de l'Élysée avaient beaucoup compté lors de l'affaire malienne, c'était des gains de 2 ou 3 points et assez fugitifs, d'ailleurs plutôt rassurants sur la maturité de l'opinion publique. Donc là-dessus, effectivement, c'est quelque chose qui le rendait totalement président au début de son mandat. Là-dessus, il n'y a aucun changement de l'opinion publique par rapport à François Hollande à attendre cette opération, sauf peut-être une certaine inquiétude qui va commencer à s'esquisser. Par ailleurs, je rebondis sur ce que disait M. Gérard Longuet, les Français sont très attachés, demeure très attaché au passage par l'ONU. Là-dessus, c'est un des acquis de l'épisode irakien. Il y aura avant cela un débat ici au Parlement, notamment au Sénat, sur cette question syrienne en vertu de l'article 35. Est-ce que vous apporterez votre soutien à cette intervention en Syrie? Moi, je souhaite surtout que le président soit là où on l'attend. On l'attend dans le bureau de M. Poutine, chez Obama, avec David Cameron, avec ceux qui comptent, turcs, iraniens, saoudiens. Il a été en Arabie Saoudite, bon d'accord, c'est bien, mais qu'en est-il ressorti sur le terrain politique? Les grandes puissances, plus les puissances régionales concernées, doivent sortir quelque chose. L'Irak, la Syrie, c'est un vrai problème qui ne se réglera pas par magie si tout le monde ne s'y met pas au plan mondial et régional. Je repose la question, Vincent Capo-Canellas, sur ce soutien des sénateurs peut-être de votre groupe à une intervention en Syrie. On n'aura pas voté d'ailleurs, de toute façon. Ça sera un débat sans vote, mais avec une formation préalable. Il y a un principe de responsabilité. Je pense que nos soldats sont exposés et on voit bien les ravages du terrorisme. On voit bien qu'il y a une action coordonnée et constante à mener. Donc le Parlement aura à en débattre. Il y a déjà eu d'autres occasions de débat là-dessus. Le principe, c'est plutôt un soutien à ce que la France fait dans ce domaine, qui n'exclut pas quand même des demandes de précision, d'action plus européenne par rapport à tout ça. Et puis aussi le sentiment quand même que là où le président est martial et décidé, on voudrait de la continuité. Et je crois que l'opinion peut aussi comprendre qu'il ne faut pas instrumentaliser ces crises, qui sont une réalité très complexe, et comprendre que dans ces régions-là, il y a besoin d'une action plus globale, peut-être plus fine, et ne pas penser qu'une intervention va tout régler. Il faut penser les choses aussi dans le temps. Donc il y a une complexité qu'il faut aussi appréhender. Et là-dessus, effectivement, il y a une action diplomatique qui gagnerait à être un peu plus lisible, peut-être. Jérôme Sainte-Marie, effectivement, on peut imaginer qu'il y aura des frappes aériennes à terme en Syrie. Est-ce qu'il peut avoir le soutien de l'opinion publique, François Hollande, sur ces questions? Je n'ai pas sûr, vous savez. Alors, il y a 2 cas intéressants sur ce sujet-là. C'est le cas opposé. C'est François Mitterrand qui était devenu très populaire lors de la première guerre du Golfe avec sa logique de guerre. Je n'avais pas d'ailleurs résisté cette popularité au cessez-le-feu. Et ensuite, c'était Jacques Chirac qui avait été pour les raisons inverses. Pour les raisons inverses, qui en nous évitant la guerre en Irak, la participation était devenue extrêmement populaire, là aussi de manière relativement éphémère. Donc je crois que maintenant, on voit que il y a pas mal d'interventions ou d'opérations militaires au fil du quinquennat, et elles ont de moins en moins d'effet sur les opinions, sur les sondages. Vous avez par ailleurs une solidarité naturelle des Français autour du chef de l'État qui est largement mêlée maintenant d'inquiétude et d'incompréhension. On ne peut pas dire que la ligne politique française dans ces régions-là soit particulièrement nette et que par ailleurs il y a une forte inquiétude qui est liée évidemment au terrorisme et au phénomène migratoire qui en résulte. Ouais. Et pour autant, l'affaire du Koweït en 90 c'était d'une simplicité biblique. Un pays, l'Irak, envahit un autre pays. Bon, là, les Français se disent, on est dans le droit lorsqu'on est de la coalition. Avec Bush, c'était tout à fait différent. Jacques Chirac a quand même souligné qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, et cela a été prouvé.
Alors 24 000 réfugiés seront accueillis en France sur 2 ans. Cela représente environ 1 000 réfugiés par mois, Gérard Longuet. La France est-elle en capacité d'accueillir ces réfugiés? Je le crois. Je le crois profondément. La question qui se pose, au fond, est-ce une bonne solution que de donner un signal aux gouvernements autoritaires que l'Europe est prête à accueillir tous ceux qui ne veulent pas de leur gouvernement dans leur pays? On a dit l'Érythrée, l'Irak, la Syrie. Mais ce serait peut-être la politique en Érythrée qu'il faudrait changer. L'Irak, il faudrait peut-être que le gouvernement de Bagdad soit un peu moins chiite et un peu plus irakien. La Syrie, on vient d'en parler, je n'en reviens pas. Ouais. Donc, accepter les réfugiés, c'est une évidence. Il ne faut pas que ce soit un alibi pour ne rien faire sur le vrai terrain qui est celui des responsabilités internationales. Oui, Vincent Capo-Canellas, 24 000 réfugiés. Est-ce que c'est raisonnable comme chiffre? On sait que la Commission européenne demande l'accueil de 120 000 personnes. Il y a un devoir d'humanité, il y a un principe de solidarité, et en même temps, il y a aussi une exigence de responsabilité. Il s'agit de regarder dans quelles conditions nous allons accueillir ces réfugiés. Il y a aussi un certain nombre de contrôles qu'il nous faut opérer. Il faut aussi penser à ne pas créer un appel d'air que le pays ne saurait pas supporter, auquel il ne pourrait pas répondre. Il faut avoir à l'esprit que la France va devoir, dans ce cas-là, créer les conditions aussi pour qu'il y ait un contrôle, pour qu'il y ait une intégration, et se poser la question aussi de comment on gère le volontariat des communes, s'il y a lieu. Votre cas, par exemple, dans votre commune, Moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis, qui est un département où, vous savez, l'immigration est particulièrement représentée. C'est aussi une richesse. François Baroin a dit que lui, à 3, c'est parfois une difficulté, donc je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit. Il faut créer le chemin en restant fidèle à nos valeurs de solidarité et d'accueil des populations qui subissent comme ça Est-ce que vous en auriez la capacité, par exemple, au Bourget? Oui. Pour le Bourget, je pense que nous avons suffisamment de populations de différentes origines dans ce département et qu'il faut arrêter de penser que la Seine-Saint-Denis est la solution à tous les problèmes. Et ceux qui sont persécutés, c'est la femme que je cherchais tout à l'heure, doivent pouvoir trouver refuge en France dans des conditions qui doivent être vraiment strictes aussi, parce que gérer la solidarité, c'est aussi gérer la responsabilité. Et il faut avoir ça à l'esprit. Donc là-dessus, le président a fait des annonces qui sont dans le cadre européen. Aussi, la France se devait d'y répondre, c'est clair, mais je crois que nous l'attendons beaucoup sur les modalités concrètes de mise en œuvre. Et il faut avoir à l'esprit que voilà, la responsabilité et la solidarité, ça rime. Oui. Jérôme Sainte-Marie, le droit d'asile, c'est l'âme de la France, c'est dans sa chair. Comment le président peut-il faire en sorte que la France renoue avec sa tradition de terre d'accueil? Oui, enfin, je vous parlais plus simplement de ce que les Français peuvent en penser, ça sera plus clair. Et là-dessus, il y a des sujets sur lesquels on est quand même assez incertain, puis là, vraiment, on a des certitudes, les choses sont assez transparentes. Quelle que soit l'émotion médiatique, quels que soient les effets de telle ou telle photo, vous avez aujourd'hui une opinion qui est massivement opposée à l'élargissement de l'accueil des migrants, réfugiés, ce que l'on veut. Même dans une période, justement, où on est sous l'impact de photos terribles, vous avez encore une majorité absolue des Français qui se sont dit opposés à cela. Il y aura plus de 2 phénomènes qui vont renforcer cela. D'une part, tout le monde comprend bien que je ne sais plus combien, 120 000, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Chacun comprend bien que derrière, il y a des millions de personnes qui sont déjà sur les routes ou qui vont l'être, et qui le seront encore davantage avec les images qu'ils reçoivent d'Europe. Un tout petit témoignage de ce point de vue-là, moi j'ai travaillé sur l'itinéraire des migrants afghans, c'est des choix économiques pensés, c'est un véritable calcul fait par des gens très malheureux, le problème n'est pas là. Second point, juste pour m'arrêter là, vous avez un autre élément nouveau, c'est le fait, cette volonté de répartir ces réfugiés à travers, ou ces migrants à travers le territoire. Et il y a quelques temps encore, les gens se disaient c'est bien, et puis ils disaient bon, ils iront par exemple en Seine-Saint-Denis. Et bien aujourd'hui, cette dispersion dans tous les villages, etc., aura des effets politiques tout à fait inédits. Ouais. On va poursuivre ce débat, mais tout de suite on va voir l'impact des annonces du président de la République sur le travail législatif avec Pauline Dame. Face à la crise migratoire, le calendrier parlementaire se resserre. Le président annonce l'organisation de 2 débats au Parlement. Le premier, le 15 septembre, sur l'intervention aérienne française en Syrie. Le second, le 16 septembre, sur la question des réfugiés et de leur répartition. François Hollande veut aussi lutter contre les discriminations. Il confirme qu'un projet de loi sera présenté aux parlementaires. Le chef de l'État souhaite également avancer sur 2 réformes constitutionnelles, ne fermant pas la porte à un congrès à Versailles. Sont concernés
la ratification de la Charte européenne des langues régionales et la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Deux textes sur lesquels François Hollande espère des majorités larges. Autre annonce, le dépôt d'un texte sur les opportunités économiques dans le numérique et d'une loi sur la négociation collective censée rendre plus lisible le Code du travail. Enfin, sur l'introduction d'une proportionnelle aux législatives, le président botte en touche, mais évoque une réforme de la procédure législative qui serait alors plus simple et plus rapide. Les Français pourraient être associés à l'élaboration de la loi. On poursuit notre débat alors qu'Esther Benbassa nous a rejoint. Bonsoir madame, vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous et je précise que malgré nos invitations, aucun sénateur socialiste n'a pu se rendre disponible en raison d'un bureau national en ce moment même. Esther Benbassa, on parlait de cet accueil des réfugiés, 24 000 réfugiés sur 2 ans et on parlait du rôle des communes, des collectivités territoriales, ce rôle qu'elles auront à jouer. Est-ce que vous pensez qu'il faut imposer aux collectivités territoriales d'accueillir des réfugiés? Écoutez, on n'en est plus à l'imposition ou pas. Enfin, il y a 24 000 personnes qui vont être accueillies. L'Allemagne a accueilli 20 000 en un week-end. On nous a donné de sortes d'alibi, la démographie. Non, la démographie est en augmentation. L'absence de professionnels. Vous savez, il y a en Allemagne de l'Est, l'ex-Est, il y a beaucoup il y aura des conséquences. Angela Merkel, la chancelière allemande, l'a reconnu ce matin. Le visage même de l'Allemagne va changer en raison de l'accueil de cette immigrés. Oui, mais tout à fait. Est-ce qu'en France, ça sera la même chose? Écoutez, d'abord, l'Allemagne a fait un travail sur son passé, ce qui est formidable. Ainsi, l'Allemagne répare quand même ce qu'elle avait fait aux réfugiés autrichiens et allemands dans les années 30. C'est une très bonne chose. Et deuxièmement, écoutez, le profil de la France va changer. 24 000 réfugiés sur 60 et quelques millions. Ils vont être intégrés facilement. C'est pas parce qu'ils sont musulmans. Aujourd'hui, on a beaucoup tergiversé sur les quotas, etc. Écoutez, il y a une crise humanitaire, il faut faire quelque chose. Nous avons déjà plus de 2000 personnes, des individuels inscrits sur des listes pour accueillir des réfugiés. La société civile est allée plus vite que le gouvernement qui a tergiversé encore aujourd'hui. Gérard Longuet, est-ce que vous y croyez, vous, à cette intégration facile de ces réfugiés qui vont être accueillis par la France, que vient de dire Esther Benbassa? Toute la question est de savoir ce que veulent faire eux-mêmes les réfugiés. Lorsque les Arméniens sont venus en France en 1920-23, ils venaient pour rester. Avons-nous des réfugiés syriens, érythréens ou irakiens qui viennent pour rester ou pour repartir? C'est pas tout à fait la même chose. Prenez les réfugiés républicains espagnols. Ils ont franchi la frontière en 1939 pour repartir en Espagne. Ils ne sont jamais repartis pour d'autres raisons. Enfin, beaucoup ne sont pas repartis, la plupart en sont restés en France. Pas mal ont été déportés par la Wehrmacht. La question principale est de savoir quelle est la volonté de ces réfugiés. Accueillir à court terme, c'est facile, mais pour quel destin? Et c'est une question qui méritait d'être posée. Nous avons accueilli 800 000 pieds noirs l'été 62 qui ont été chassés de leur terre dans laquelle ils vivaient depuis 130 ans. Nous les avons absorbés, ça a été une réussite pour la France. Mais ils venaient pour s'intégrer comme Français. Vincent Capo-Canellas, sur cette déclaration d'Angela Merkel ce matin, sur l'Allemagne qui va changer avec cet afflux historique de réfugiés. Est-ce que la France est prête également à changer de visage? Je crois que chaque pays répond en fonction de sa problématique, de sa situation de l'emploi, des problèmes de cohésion sociale, et le débat n'est pas le même en France et en Allemagne. Cela dit, il y a une situation d'urgence à laquelle nous devons répondre, et c'est un principe humanitaire. Ensuite, il va falloir se poser la question. Est-ce que ces réfugiés et ceux qui viendraient pour des raisons économiques sont appelés à rester en France ou non? Dans quelles conditions on peut continuer à les accueillir? Ça, c'est un autre débat. Sur le principe d'humanité immédiate, oui, mais après, il faut qu'on ouvre le débat, qu'on regarde avec le gouvernement comment tout ça peut être fait. N'oublions pas qu'on a trop tendance en France à concentrer les difficultés dans les mêmes quartiers. On parlait tout à l'heure de la Seine-Saint-Denis, et c'est le cas, et toujours demander aux mêmes d'accueillir des populations qu'on ne sait plus intégrer au bout d'un moment. Et ça pose des questions d'école de la République, ça pose des questions d'emploi, de formation, de vie dans les quartiers. Il faut avoir conscience de ça. Donc le débat n'est pas si simple que ça, et il ne faut pas le résumer en des termes un peu trop binaires. Et donc la France
a un effort à faire de court terme. Et sur le moyen long terme, il faut vraiment se poser beaucoup de questions. On y reviendra, Vincent Capo-Canellas, puisque les parlementaires auront également à plancher sur une réforme du Code du travail. Une loi sera présentée avant l'été, après concertation des partenaires sociaux. Le détail avec Julie Hulin. Manuel Valls avait déjà lancé le débat lors de son discours de clôture à La Rochelle. Celui d'une réforme du Code du travail, confirmée par François Hollande aujourd'hui. Son objectif, favoriser l'emploi en donnant plus de place aux accords d'entreprise qu'à la loi en matière de droit du travail. Un véritable serpent de mer qui divise la gauche alors que le patronat et la droite dénoncent depuis des années une législation française absconse. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'on a un droit du travail extrêmement lourd, trop pointilleux et qui ne permet pas l'activité des entreprises. Donc si c'est une réforme de simplification du droit du travail, on suivra et on fera des propositions. Mais si la droite suit, la gauche freine. Pendant le débat sur la loi Macron, certains avaient déjà déploré les nombreuses modifications apportées au Code du travail, redoutant une régression. Pour convaincre, François Hollande devra briser des tabous au risque de diviser. En vérité, on est en train de s'engager dans un détricotage du Code du travail qui ne va pas favoriser l'emploi, mais qui risque de favoriser encore une fois la précarisation du travail. Mercredi, le rapport très attendu du conseiller d'État Jean-Denis Combrexel sur l'assouplissement du travail sera remis au Premier ministre. Viendra ensuite le temps de consulter les partenaires sociaux avant de présenter un projet de loi. Des syndicats divisés qui exigent des garanties. Un dossier brûlant pour la toute nouvelle ministre du Travail, Myriam El Khomri. Jérôme Sainte-Marie, au-delà des questions qui touchent aux réfugiés, à la Syrie, il y a eu cette annonce de réforme du Code du travail. C'est un chantier qui divise à gauche. Là aussi, c'est une réforme risquée pour le chef de l'État. Oui, enfin, c'est à peine besoin de dire que c'est risqué. C'est même, il y a une certitude là aussi. Vous êtes dans la logique du pacte de responsabilité. On a déjà eu non seulement des sondages, mais là des élections qui ont donné la sanction politique de cela, c'est-à-dire une bonne partie des électeurs de François Hollande considèrent que la gauche fait autre chose que ce pourquoi ils ont voté. C'est pas à moi de savoir si c'est nécessaire économiquement, etc. C'est pas mon problème. Mon problème est bien de constater les effets dévastateurs que cela a sur le peuple de gauche, sur les catégories populaires qui soit maintenant s'abstiennent, soit vont très nombreuses vers le Front National. Là, il y a une logique absolue qui produira des effets électoraux à peu près certains. Gérard Longuet, pourtant, elle est très attendue. Une seule voix à droite. Oui. Qui est au centre. Pourquoi ça ne fera pas gagner des voix à droite et au centre cette réforme du Code du travail? Parce qu'il y a une demande de réforme globale, parce qu'il y a une demande de réforme globale et que cette réforme ne sera jamais assez avancée pour satisfaire les employeurs. Vincent Capo-Canellas, vous partagez cette analyse? J'ai trouvé le président assez flou ce matin. On attendait qu'il donne du sens. Et c'est d'ailleurs la même chose sur les sujets précédents. Le président aurait dû avoir une parole à la fois d'empathie et une parole de dignité au nom de la France pour expliquer au pays le cap sur les questions qu'on a vues de migrants notamment, et pourquoi il fallait finalement faire des efforts et pourquoi ça serait difficile. Et là, c'est pareil. On a vu tout à l'heure dans votre reportage à l'instant des images du débat sur la loi Macron. Ça m'a fait sourire. Et on voyait Emmanuel Macron au Sénat. Et on a proposé au Sénat les mesures qui sont maintenant dans les différents rapports qui sont sortis. Et on a senti Emmanuel Macron gêné, obligé de dire non, je ne peux pas vous suivre. Sur les questions d'assouplissement du droit du travail, qu'est-ce qu'on cherche? Donner la capacité aux Français de retrouver de l'emploi parce que les entreprises en créeront plus facilement. Et évidemment, on sait bien que c'est difficile. Évidemment, on sait bien qu'il y a une tradition française. Mais ça, on l'a proposé. Donc le président est à contre-temps. Et là aussi, il aurait dû donner un cap et expliquer aux Français pourquoi il faut que ça change. Et ça n'a pas été fait ce matin. On nous renvoie à mercredi le rapport Combrexel. Bon, voilà, mais on va toujours dans un sens et puis dans l'autre. Pareil sur le droit du travail, je termine là-dessus. Il a dit on ne touchera pas à la durée légale. Et on sait bien que son projet, c'est de permettre que dans les entreprises, on y touche. Donc c'est quand même bizarre, cette manie d'annoncer une chose pour je vous vois acquiescer au propos de Vincent Capo-Canellas. On n'est pas toujours d'accord, mais mais là-dessus, je dis que oui, enfin, ça n'a pas été dit d'une manière claire pour qu'on sache de quoi il s'agit. Certes, oui, à la simplification, mais qu'est-ce qu'il en est de cette simplification? Qu'est-ce qu'il compte faire? Et en plus, il ne faut pas non plus laisser libre cours au patronat pour négocier sans se référer à un code du travail. Il a ses défauts, il faut le revoir.